Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Talk Tabou Média, média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici, on brise les silences et on aborde sans détour des sujets qui touchent notre communauté. Que ce soit la santé mentale, la quête identitaire, les tabous au sein même de nos familles et de nos traditions. Mais on ne s'arrête pas là. On parlera aussi de nos histoires, de notre culture et de tout ce qui fait la richesse de notre héritage. Ce podcast est un espace libre, bienveillant, où l'on se confie et on s'exprime sans filtre. Alors installez-vous et bienvenue dans la conversation. Alors dans un premier temps, je pense qu'il est important qu'on se présente l'une l'autre. Moi, c'est Eva Gayatri, Alphonse. Je suis indienne tamile. Pour le coup, ici, je suis animatrice podcast et pour un autre média, je suis rédactrice et chroniqueuse. Et ce média-là est I Am Desi Magazine. Dans la vie de tous les jours, je suis psychosociologue et intervenante clinicienne, ce qui m'anime aujourd'hui à présenter cette thématique de la double culture et plus précisément de l'assimilation culturelle, aux côtés de la charmante personne que nous avons avec nous, Sindou Madi. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Du coup, moi, je m'appelle Sindou Madi. Je suis également indienne tamile. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieure informatique et je suis ravie d'être ici pour discuter de la double culture et plus précisément de l'assimilation avec toi. Très bien, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quel est ton rapport à la double culture et comment tu le définirais? Du coup, pour moi, la double culture, c'est une recherche d'équilibre entre le fait que concrètement, moi, je suis indienne et française. Du coup, pour moi, c'est vraiment cette recherche de comment naviguer entre les deux. Ce que j'entends, moi, c'est une rencontre entre deux univers, deux mondes, avec des codes culturels, sociaux différents. Exactement. Et en fait, nous, c'est vrai que dans ce podcast, on va parler de la double culture, mais plus dans une perspective d'assimilation. Et j'aimerais savoir de ton regard, et aussi de comment tu définirais l'assimilation, comment tu mets en lien ces deux termes. Moi, quand on parle d'assimilation dans le cadre de la double culture, je le vois vraiment comme la capacité à faire ce qu'on attend de toi, à être, dans mon cas du coup, ce bon français, à adopter la bonne attitude et même tout pour être cette personne satisfaisante. Pour moi, c'est vraiment cette capacité à s'adapter, à se fondre dans la masse, en fait. Ok. Je trouve ça très intéressant de rebondir sur les termes que tu as employés, satisfaisant. Et je pense que ça rentre directement en lien avec cette thématique de l'assimilation, que je vais vous dire en fait de manière plus précise ce que c'est. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à utiliser l'assimilation et l'acculturation pour définir les mêmes choses, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Donc l'acculturation, dans un premier temps, ça va être directement en lien avec la double culture et naviguer en fait du coup avec deux univers, des codes sociaux totalement distincts et différents, mais d'avoir en fait cette conservation de notre culture d'origine dans nos interactions, dans notre identité. Alors que l'acculturation, à contrario, c'est vraiment en fait troquer son identité primaire pour l'identité secondaire, et ça va très loin, comme on va pouvoir le voir par la suite dans le podcast. Ça peut aller jusqu'au point où en fait on se désidentifie de notre culture de base. Donc voilà, c'est très intéressant de le mettre en lumière et de poser d'abord, dans un premier temps, les termes de ce que l'on va parler. Du coup, comme là, dans un premier temps, on a défini les termes, ce qui est très important avant de lancer un débat, j'aimerais savoir, toi, en fait, comment tu as vécu l'assimilation et ton rapport à la double culture, avec des exemples, etc., sur ton vécu, tout simplement. Du coup, moi, la double culture, quand on est enfant, on pense pas trop à ce genre de choses, mais quand tu prends du recul avec ton regard d'adulte, tu comprends vite ce que c'était. C'est cette capacité, du coup, et ce fait de faire des choses à la maison et même en dehors qui s'apparentent à des choses de, entre guillemets, français, ou à l'inverse, de faire des choses, d'avoir des activités, enfin, tout quoi, mais qui s'apparente au fait d'être indien. Par exemple, pour moi, c'est la langue. J'ai grandi en parlant français, en baignant dans le langage français, que ce soit à l'école, avec mes amis et même mes parents. Il faut savoir que moi, je parle français à la maison. Et d'un autre côté, même si on me parlait pas beaucoup tamoul, j'avais quand même ma grand-mère qui me parlait pas français, donc il fallait quand même un petit peu parler tamoul. Et puis même les amis de mes parents. Enfin, en général, on a un milieu très tamoulophone, si je puis dire, qui fait que tu baignes dedans. Et puis même la musique, les films, c'est ce genre de truc où tu te rends très vite compte qu'il y a deux univers, qu'il y a deux façons de voir les choses. En plus, c'est extrêmement différent parce que c'est vraiment l'Occident et l'Asie qui s'opposent. Donc, tu vois clairement que, moi, par exemple, à l'école, je voyais très bien que j'écoutais pas les mêmes chansons que les autres, quoi. J'avais pas les mêmes références. C'est des petites choses comme ça, même les vêtements. Moi, j'avais des vêtements traditionnels, d'autres n'en ont pas. D'ailleurs, que pendant longtemps, ça peut être intéressant
On pouvait apparenter ça à un déguisement. Quand j'étais petite, par exemple au carnaval, je venais avec mes tenues traditionnelles, ce genre de choses-là. Donc avec du recul, tu te rends compte que même enfant, il y a énormément de choses que tu fais qui s'apparentent à cette double culture. C'est tout ce qui fait que en fait, tu ressembles aux autres enfants français comme toi, mais aussi que d'un autre côté, tu ressembles à tes parents, à ta famille, etc. Et du coup, dans ce cadre et dans cet univers-là de double culture, où en fait tu nous parles du fait que tu baignais en fait un petit peu dans les deux, comment t'inscrirais l'assimilation du point de vue de ta situation à toi? J'ai très vite compris en voyant les gens dans notre situation, donc je l'ai pas explicité mais je peux le faire ici. Du coup, mon cas il est assez précis, c'est le cas des personnes vivant en Inde à Pondichéry qui ont eu la nationalité française après que les colons soient partis et qui du coup ont entre guillemets immigré en France, mais pas vraiment vu que en fait ils sont retournés dans leur pays dont ils ont la nationalité. Et en fait ces gens-là, j'ai très vite vu avec eux que je correspondais pas à ce qu'il fallait être, vu que je parlais pas tamoul, que j'avais ma façon d'être. Par exemple, dans notre culture, on parle pas fort, on se fait pas remarquer, on rit pas fort, et moi j'étais pas ce genre de petite fille-là. Donc j'ai très vite vu que je correspondais pas à ce qu'on attendait de moi du point de vue des Indiens. Par contre, j'ai eu au moins la satisfaction de me rendre compte que par rapport à ce qu'on attendait de moi en tant que Française du point de vue des Indiens, là c'était parfait. À l'école je réussissais, j'étais intégrée, j'ai des amis, tout est parfait, mais pour moi c'est ça du coup l'assimilation, elle s'est portée sur le fait que au niveau de mon intégration en France, du point de vue de mes parents, tout a été bien amené, bien fait. J'ai un français impeccable, j'ai pas d'accent, enfin même mes références. Mes parents ils nous emmenaient, ma maman elle nous emmenait au cinéma, on regardait du cinéma d'auteur. Enfin, on avait des références. Mon père, il aimait les humoristes français. Enfin, c'est des trucs où quand je me compare à mes copines, où je vois que quand je vais chez elles, il y a la télé indienne qui tourne en boucle, alors que moi je savais que c'était le soir, c'était TF1, c'était M6, et j'ai jamais eu la télé indienne. J'ai très vite vu que mes parents, pour qu'on s'intègre, pour qu'on ait les références des Français, ils avaient tout fait. Tout ce qui était possible de faire pour fitter, ils l'ont fait. Après, dans certains détails, bon, ils restaient indiens, mais dans la majorité, on était les bons Français quand même. Je trouve ça très intéressant de placer l'assimilation dans un contexte plus précis. C'est-à-dire que quand on est des communautés qui sont confrontées du coup à ce contexte de double culture, on va avoir une question de comment s'intégrer au pays d'accueil. Et souvent, en fait, on va avoir cette tendance à se dire qu'il va falloir s'adapter. Et l'adaptabilité, en fait, elle va jusqu'où? Est-ce qu'elle va sur une négation de son identité primaire? Est-ce qu'elle va sur une adaptabilité avec les deux pôles, les deux mondes? Ou alors est-ce qu'elle va avec un refus total de s'intégrer pour préserver sa culture? Et c'est vrai qu'en tout cas, dans les trois pôles que j'imagine, toi, tu te situeras plus sur lequel, du coup? Moi, je pense que les trois. Hein. Ok, un peu des trois? Ouais, quand j'y réfléchis, un peu des trois. Moi, je trouve que c'est extrêmement complet. L'assimilation, elle s'est faite à tous les niveaux. Je crois même que je pourrais donner un exemple pour chaque pôle que tu as donné. Donc ouais, je pense pas que c'est ça qu'il fallait que je réponde. Non, il n'y a pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. Et justement, je trouve ça intéressant parce que ça montre à quel point, en fait, c'est un processus qui n'est pas si figé que ça et qui a des conséquences plutôt vastes et minimes qu'on peut voir sur certaines situations plutôt que d'autres. Et c'est intéressant et je pense qu'on va le voir tout au long du podcast, ce côté où, en fait, on va avoir un renouvellement identitaire au niveau de l'assimilation, où parfois on a des pics, où on se sent dans la volonté ou dans la nécessité de se rapprocher de nos cultures de base, de notre culture de base du coup, ou totalement s'assimiler et de se revendiquer de la culture d'accueil. Donc c'est vrai que c'est plusieurs thématiques qui viennent à des moments différents et c'est très intéressant parce que l'identité n'est pas figée, elle est multiple aussi, donc en fonction des situations, tu peux te définir comme telle ou telle chose. Et inversement, donc, non, ta réponse est très pertinente. Là, on a entendu le rapport de Sindou Madi à l'assimilation et je vais vous parler du mien. Alors, en ce qui me concerne, je trouve que c'est très intéressant de comprendre à quel point l'assimilation est en rapport avec la double culture et en place dans un système post-colonial. Et souvent, en fait, on se pose la question de l'intégration, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'on va s'assimiler à un modèle qui n'est pas le nôtre pour pouvoir s'intégrer. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, de nous, au final? Et moi, en vrai, avec le rapport à mon histoire, à mon vécu, c'est vrai que mes parents ont souvent eu cette envie de se dire que ça nous faciliterait la vie, de pas forcément avoir les codes de la culture d'origine, et d'avoir cette facilité de n'avoir aucun code
et de pouvoir directement s'approprier les codes de la culture d'accueil. Donc moi, par exemple, c'est vrai que ma mère, elle essayait de nous apprendre le tamil, et mon père, il était là-bas. Mais non, mais en fait, tu veux qu'il fasse quoi avec ça? Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de nos parents ont tout donné pour nous, pour qu'on puisse vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre et avoir de belles opportunités. Et ils étaient prêts à tout pour cette satisfaction. Et c'est vrai qu'il faut se mettre aussi dans la peau de nos parents qui en fait ont tout donné, quitte à troquer leurs aspirations, leurs rêves, leurs volontés et tout nous léguer à nous. C'est-à-dire que c'était dans une volonté vraiment de tellement bien faire qu'ils se sont dit que les moindres petits obstacles qui peuvent demeurer ne doivent pas être présents. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi lié au racisme qu'ils ont pu vivre en venant en France et de se dire, faut vraiment pas que mon enfant vive ça. Et t'as cette idée, en fait, inconsciente de te dire que si l'enfant en question est tellement assimilé et tellement, en fait, collé à cette culture, il ne pourra pas vivre les choses que moi j'ai vécues. Et je pense vraiment que c'est important de souligner cet aspect aussi protection, parce que souvent, quand on entend des familles plutôt traditionnelles avoir un retour sur des familles de ce type qui ont été vraiment, j'ai envie de dire victimes, j'ai envie d'employer le terme victime d'assimilation, elles vont avoir ce regard très jugement, très mais n'importe quoi, t'as vu comment t'éduques ton enfant, c'est un vendu, c'est pas ce qu'il fallait faire et les nôtres ne seraient pas fiers, mais sans forcément se questionner sur peut-être que c'est un mécanisme de préservation de soi et de se dire que c'était le mieux pour eux à ce moment-là, pour les éviter de vivre de la souffrance. Et c'est vrai que c'est plutôt bienveillant, mais d'un côté, c'est tellement paradoxal avec la réalité qu'on a vécue, à savoir que même si on a eu ce côté très assimilation, très intégré à la société, très, oui, on parle plus la langue, plus ce côté mixité et s'intégrer, au final, ça nous a pas exclus de vivre les mêmes choses qu'ils ont vécues. Donc c'est vrai que c'est violent de l'entendre. Ça pose aussi cette question et cette transition qu'on abordera tout au long du podcast, à savoir l'assimilation à quel prix et est-ce que l'assimilation existe vraiment? C'est-à-dire que oui, on va, entre guillemets, troquer notre identité pour une autre, mais est-ce que au final on la troque vraiment? Parce que est-ce que l'identité c'est seulement ce qu'on choisit d'être ou c'est également des choses qui nous dépassent, comme la couleur de peau, la langue qu'on pourrait parler, la culture, les films. Donc c'est vrai que ça englobe plusieurs réalités et c'est pour ça que je te rejoins aussi dans ce que tu me disais que tu t'assimilais aussi à plusieurs pôles que je mettais en lumière. Donc après avoir fait ce petit brainstorming de nos rapports respectifs à l'assimilation, je pense qu'il est intéressant de déplacer notre regard sur une portée un petit peu plus macro, à savoir l'histoire générationnelle et du coup celle de ta famille, parce que je pense qu'il est très intéressant de comprendre que l'assimilation, ça commence pas avec nous, aujourd'hui présente, mais que c'est vraiment un processus qui découle de générations beaucoup plus antérieures. Donc vas-y, je te laisse la parole sur ce sujet. Du coup, moi, de mon côté, j'ai, dans toutes les générations avant moi, il y a eu de l'assimilation. Je veux dire, jusqu'à mes grands-parents, ils se sont assimilés. Par contre, du côté de ma maman et du côté de mon papa, ça s'est assimilé de façon différente. Je m'explique. Du côté de mon père, ça a été une forme d'assimilation, comme a dit Eva plus tôt, où c'était, je veux le meilleur pour, par exemple, mon grand-père, il voulait le meilleur pour mon père, il voulait les meilleures opportunités, donc il s'est tourné vers l'Occident et notamment la France, vu qu'à Pondichéry, c'est le plus simple, et il s'est engagé dans l'armée française, et il a appris le français, il s'est battu pour la France, et par ce biais-là, il a obtenu la nationalité française, et il a envoyé mon père au lycée français. Lui, il a eu des difficultés dans l'armée française à se faire prendre au sérieux, notamment parce que c'était quand même 7 Indiens de base, de famille indienne traditionnelle, hindoue. Il n'y avait rien qui collait avec les Français, les autres on va dire, soldats qui étaient purement français. Donc même lui, à mon avis, a dû vivre des choses où il s'est dit, pour mon fils, je vais faire différent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a transmis sa nationalité française déjà de 1, donc mon père avait un avantage, et de 2, il l'a envoyé au lycée français de Pondichéry, que sûrement vous devez connaître les auditeurs. Mais du coup, ce processus-là, pour moi, c'est déjà une forme d'assimilation, d'avoir choisi d'envoyer dans tout Pondichéry son fils à l'école française et pas à l'école anglaise comme tout le monde le fait. Donc mon père, il est arrivé, je crois, il devait avoir 12-13 ans, mais il parlait déjà français, quoi. Et après ça, mon père est venu en France avec sa nationalité française, donc en fait, il avait même pas immigré, il est rentré chez lui, quoi. Et pour moi, il s'est dit, niveau au-dessus, pour elle, ce soit bien,
pour que ce soit encore plus simple, elle va pas aller à l'école sans savoir parler français. Elle, carrément, elle va y aller, elle saura déjà parler français, et il m'a transmis le français en premier et ne m'a pas transmis notre langue, du coup, dans ma famille, qui est le tamil. Et pourtant, ce qui est très impressionnant et qui, moi, continue de me questionner aujourd'hui, c'est que mon père, sa LV1, c'est quand même le tamil. Donc, il faisait des efforts avec moi à la maison pour utiliser sa LV2. Moi, je m'imagine pas parler toute la journée à la maison en anglais. Et bah, mon père, c'est ce qu'il faisait. Il préférait se mettre dans des situations désagréables et inconfortables à la maison en me parlant français, que lui faisait des fautes d'orthographe et tout quand même, puisque ça reste une LV2, plutôt que me parler tamil, la facilité, et que moi, du coup, j'ai des difficultés en allant à l'école. Et pour moi, c'est là que ça, c'est une forme d'assimilation pour, comme tu as dit précédemment, faciliter tes enfants dans la démarche de les accompagner et leur offrir le meilleur, et leur permettre de ne pas vivre de discrimination dans le pays d'accueil. Et ça, du coup, c'est une première vision. Et j'en ai notamment une seconde qui est différente, c'est du côté de ma maman. Du coup, du côté de ma maman, c'est pareil, c'est Pondichéry, c'est le lycée français et tout. Mais c'est une autre vision parce que ma maman, elle a grandi dans ce qu'on appelle la ville blanche à Pondichéry. Et c'est une partie de Pondichéry qui a une forte empreinte française. C'est-à-dire que les maisons là-bas, c'est carrément des maisons coloniales avec des structures françaises, les rues sont écrites en français, il y a beaucoup de gens qui parlent français, et ma maman a grandi là-bas, et en fait, ma maman, sa famille, on l'a élevée dans la notion de, nous, on n'est pas indiens. On n'est pas indiens, qu'est-ce que c'est que ça ? On parle tamoul parce que, on vit en Inde, mais la langue principale, c'est le français. La vision principale, les valeurs, toutes les choses à transmettre, c'est qui importe, en fait, c'est les choses qui viennent des Français. Et il y avait cette volonté, du coup, du côté dans la famille de ma mère, que ce soit ma grand-mère ou les sœurs de ma grand-mère, les parents et tout, de ne pas prêter attention à cette culture indienne. Et en fait, ils sont un peu spéciaux, eux, en même temps, j'ai oublié de le préciser, c'est que c'est des gens créoles. Du coup, ce sont des gens qui, déjà, de base, ont une identité multiple, parce qu'ils sont issus de différentes cultures. C'est pas que l'Inde, mais mine de rien, qui vivent en Inde, quoi. Et c'est pas important pour eux. Ce qui prime, c'est le côté français. Et c'est beaucoup comme ça dans la ville blanche. Donc ma maman, elle a grandi en étant avec sa première langue, c'est le français. Elle parle français. Donc on aurait pu se dire, elle me transmet la même chose. Mais j'en parlerai plus tard. Mais ma maman, du coup, a décidé de faire différemment et de ne pas me transmettre cette vision des choses. Mais je me dis que si elle me l'avait fait et qu'elle m'avait dit ce qui est mieux, c'est ce qui est français, je sais pas comment j'aurais fait aujourd'hui, puisque ça, c'est vraiment de l'assimilation à un haut niveau. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage et ce partage très enrichissant. Dans un premier temps, j'aimerais juste avoir un point d'éclaircissement quand tu parles des créolités. Est-ce que tu pourras nous expliciter davantage ? Ce dont je fais référence quand je parle des créoles de Pondichéry, c'est une communauté issue de la colonisation concrètement. Ce sont des enfants issus de la relation entre personnes issues de toutes les colonies d'Inde. Donc ça va être la France, les Français, les Anglais, les Portugais et aussi tous les gens qui ont été envoyés dans les colonies. Donc il va y avoir un peu de Vietnam, tout ce qui est la Polynésie française. Donc c'est des gens qui sont multiples niveau culture. On les appelle les créoles, c'est pas dans le sens des créoles au sens comme on l'entend par exemple pour les dom-toms françaises, mais on les appelle les créoles pour signifier le fait que par exemple physiquement ils ne ressemblent pas à des Indiens. Du côté de ma maman, tout le monde est très clair de peau. Okay. Et quand je dis très clair, qu'on s'entende, en Inde, il n'y a pas que des gens avec une peau marron qui peut être assez foncée, etc. Non, là, on parle de gens qui ont des sous-tons jaunes, des sous-tons blancs. Enfin, c'est vraiment des gens très clairs, avec des yeux clairs, des cheveux clairs. Donc, c'est vraiment un physique différent. Et déjà, il y a ça, donc je pense que ça conditionne vachement. Et il y a aussi, du coup, dans les valeurs, ils ne prônent pas les valeurs indiennes, ils ne prônent pas les traditions indiennes, ils ont fait quelque chose de assez mélangé où il y a un peu de nourriture, un peu de tradition, 2-3 choses. Mais par exemple, c'est des gens qui sont majoritairement chrétiens pour le moment. Donc l'hindouisme n'est pas là. Je pense que c'est assez important. Donc c'est ce genre de choses. Ce sont des gens qui se sont quand même vachement plus imprégnés de ce qu'ils ont récupéré des colons. Et donc là, notamment à Pondichéry, des Français, que d'autres choses. Et voilà, c'est ça que j'entends quand je parle de créole. Et comme je disais, pour donner un exemple concret, par exemple, ma grand-mère ne peut pas se voir les saris, n'en porte pas. Pour elle, c'est honteux de porter un sari, enfin, c'est très réducteur. Elle n'en voit pas l'intérêt. Le maximum qu'elle puisse mettre, c'est ce qu'on appelle un chulidar. C'est la seule tenue qu'elle trouve décente.
Et ma maman, elle a appris du coup à mettre un sari toute seule. Merci beaucoup pour toutes ces pensées. C'est vrai que moi, ça me fait penser à plusieurs choses et je vais me permettre de rebondir. C'est que, en fait, l'assimilation, elle peut être comprise dans le sens, comme je l'avais évoqué plus tôt, de préservation. C'est-à-dire que nos proches vont avoir tendance à s'assimiler à un modèle qui n'est pas le leur pour faciliter. L'intégration qui, elle, ne préconise pas le modèle de l'acculturation. Donc l'acculturation, comme je vous ai précédemment explicité, c'est le fait de pouvoir accepter la combinaison de deux cultures sans forcément se détacher de sa culture d'origine et de faire vivre du coup les deux. Il y a du coup ce point de vue qu'on a abordé, mais également de l'autre côté, il y a ce côté où en fait on se rend compte de à quel point la colonisation est encore présente, que ce soit dans les formes physiques avec le pillage, etc., mais aussi dans les modes de pensée. C'est-à-dire que là, concrètement, dans les cas que tu viens d'évoquer, notamment avec le sari, c'est cette idée de se dire à quel point, en fait, on dénigre, parce que là, vraiment, on peut parler de ça, à quel point on dénigre sa culture de base pour un modèle qui veut, justement, dénigrer sa culture de base. C'est-à-dire que, concrètement, en fait, ça équivaut à penser, comme les colons, sur sa propre culture et avoir une distance et un effacement total avec sa culture et les liens qu'on a. Donc je trouve ça très intéressant de voir à quel point en fait ça continue de se propager et c'est très intéressant aussi de l'entendre sur le fait de la diffusion de la culture parce que la culture c'est pas non plus quelque chose de figé, c'est quelque chose du coup qui se transmet, qui se partage et comment en fait l'assimilation peut avoir des conséquences d'un point de vue psychologique sur l'identité, comment on se définit, comment en fait le fait de ne pas avoir ce bagage-là peut causer des manques en fait, totalement concrètement au niveau de la transmission, peut créer des défauts et également peut créer des choses beaucoup plus massives comme le déni de sa culture et l'effacement de soi, qui sont également des procédés qui étaient mis en place lors de l'esclavage et de la colonisation, à savoir le refus identitaire et le fait en fait de se sentir mal d'une identité qui est la nôtre. Et c'est vrai que ça rentre aussi dans ce côté hiérarchie avec les bonnes cultures, celles qui sont préconisées avec l'Occident, et les autres qui ne sont pas bonnes. Donc c'est vrai qu'on rentre beaucoup en fait dans cette logique-là et c'est vrai que c'est important de le prendre sous les différents niveaux que ça relève aussi. Donc je pense que vous avez pu le comprendre avec le cheminement de ma pensée. On va passer à une étape suivante sur le processus de réflexion et on va parler directement des conséquences de ce phénomène d'assimilation et de tout ce qu'il englobe. Donc pour ce faire, je te donne la parole. Du coup, si on devait parler des conséquences, la première chose qui me vient, c'est vraiment ce phénomène où, pour ma part, quand j'étais plus petite, tout ce qui touchait à ma culture, déjà je suis passée par cette phase terrible où t'as honte, donc c'est assez compliqué, où tu veux pas qu'on te rappelle que t'es indienne, si tu peux éviter au maximum de montrer ce qui est indien chez toi, tu le fais, et où en fait il te reste que ta figure, et donc tu finis, pas forcément que ta figure, mais ton physique quoi, et que tu finis par littéralement rentrer dans un schéma où tu te détestes. Je suis passée par là en fait, j'en étais à un point où j'en ai voulu à mes parents pour mon prénom, parce que comme je l'ai dit au début, je m'appelle Sindou Madji. Mes parents ont eu la gentillesse d'écrire mon prénom avec un tréma, avec les OU au lieu des U, etc. Mais il n'empêche que les gens tuent mon prénom en m'appelant, trouvent ça dur, trouvent ça long. Et du coup, je leur en ai voulu. Je leur ai dit que, un des exemples qui me frappe le plus, c'est quand je leur ai dit que dès que j'aurai 18 ans, je m'appellerai Madji. Je m'appellerai plus Sindou Madji. Et j'étais sincère. Et je sais que ça leur a fait beaucoup de peine que je leur dise ça, parce que c'est leur prénom, c'est le prénom qu'ils ont choisi pour moi. Et il y avait ça. Et encore, mon prénom, c'est un des rares trucs qui me reste. Parce que comme j'ai dit, je parle pas tamoul, je parle français. Physiquement, j'ai un physique de personne française. Donc, mon prénom, c'est ce qui reste. Et puis pareil, mon physique, moi, personnellement, à l'école, j'ai vécu du racisme en école primaire. J'étais dans un environnement de l'école privée, dans la banlieue un peu aisée, donc du 92. Et c'est des endroits où, du coup, on condense vachement. Il y a un fort communautarisme français là-bas. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais du coup, c'était une école où j'étais la seule, déjà, à avoir la pommade, la seule. Du coup, pour ces gens-là, en fait, pour eux, carrément, j'étais noire. Genre, j'ai vécu du racisme de personnes noires. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple concret, même si ça peut être un peu choquant pour les auditeurs, moi, il y avait la personne du coup qui me harcelait énormément.
m'appelait, à l'époque de DSK et de l'affaire DSK, il m'avait appelé Nafissatou Diallo. Et pour moi, j'avais jamais trop compris le délire. C'est aujourd'hui que je me rends compte qu'en fait, j'ai vécu un double racisme terrible, parce que déjà, le mec m'assimilait à une personne noire africaine, de ce que je comprends, alors que je suis aujourd'hui ce qu'on appelle la communauté brown. Pas dans le sens où on peut sur les personnes noires africaines et pas nous, mais dans le sens où déjà, il se méprend sur ce point-là. Et deuxièmement, on est différents, donc on nous pointe du doigt et dès qu'on est foncé, on est dans le même panier. Et en plus de ça, c'est quelque chose de péjoratif. Moi, à l'époque, du coup, dans cette même école, quand il y avait des histoires de amoureux, amoureuses, moi j'entendais mais moi, Sintou, c'est jamais mon amoureuse, elle est noire. Des trucs comme ça. Et moi, quand j'étais petite, bon, déjà, j'avais pas vu le problème, comme j'ai dit, de je suis pas noire déjà, mais en plus, je me disais, mais et alors ? Même quand même, je serais noire, et alors ? C'est quoi ce truc de ouf? Et au lieu de, comme t'es petit, au lieu de te dire si vous avez un problème, c'est votre problème, de rentrer dans un processus de confrontation, tu rentres dans un processus, tu te dis ah là là, mais en fait j'ai un problème, en fait c'est horrible, je devrais pas être comme ça, je suis bizarre, j'étais la seule qui plaisait pas, la seule qui était pas intéressante, la seule qui devait être différente, qui devait faire plus pour être remarquée. Et moi je sais qu'à cette époque-là, je me disais mais pourquoi je suis pas née blanche, blonde, aux yeux bleus, et pourquoi je m'appelle pas Camille en fait. Désolée pour toutes les Camilles, mais c'est un très joli prénom, mais du coup c'est pas indien. Donc je me disais c'était ça en fait ma réalité pendant une période, et pour moi ça c'est une des grosses conséquences de la double culture, de l'assimilation, c'est que même si on a tout fait pour que je sois la meilleure française possible, au final y a quand même une partie des enfants français qui ne m'acceptaient pas et qui voyaient il restait mon physique quoi, mon physique, mon prénom, le peu de choses qui restaient, c'était suffisant pour me mettre de côté. Moi ce que j'entends c'est deux volets. En fait, si on se base sur Frantz Fanon, il y a une première étape de ce vécu-là qui va être l'intériorisation du stigmate, et c'est franchement parfaitement ce que tu as exprimé avec tes dires, à savoir que l'origine qu'on a pose problème au point de vue de la société dans laquelle on est, qui fait qu'en fait tu vas intérioriser le problème comme étant le tien. Et comme tu disais, en fait je me suis dit que c'était moi le problème, alors qu'en fait le problème est extérieur. Et c'est vrai que c'est un long processus qui parcourt aussi pendant tout le long de l'assimilation, à savoir que en fait le problème c'est nous et on doit le traiter. Le traiter comment? Par le fait de porter un masque et de cacher du coup son identité. Et c'est vrai que c'est une intériorisation du stigmate que nous, on porte en tant que porteur de ce stigmate, parce qu'on nous pointe du doigt comme étant problématique, mais c'est aussi toutes les instances qui sont faites pour. Et je trouve que c'est très intéressant ce que tu évoques avec le prénom, parce que du coup, tes parents ont fait le choix de te donner un prénom qui est en rapport avec tes origines. Et par exemple, moi, c'est vrai qu'à l'inverse, mes parents ont dû changer leur prénom pour avoir un nom français à l'arrivée au pays. Pour mon père, c'est un peu différent parce qu'il avait déjà la nationalité, mais du coup, sa famille a décidé de lui donner un prénom français pour qu'il puisse bien s'intégrer. Et ma mère, du coup, elle avait un prénom tamil et ils ont décidé de le changer au moment de faire les papiers en disant que non, ça allait être trop compliqué. Et même, vous êtes dans une volonté de vouloir vous intégrer, donc je vois pas pourquoi vous devrez garder votre prénom, quoi. En fait, c'est dès le début, dès le moment où tu poses tes pieds sur le sol, où on te fait comprendre que tu vas faire face à un processus très violent d'assimilation. Et je trouve ça dingue, c'est-à-dire que, en fait, ma mère, elle a vécu toute sa vie avec cette identité, avec ce prénom, et tout le monde la connaît comme ça. Et là, en fait, elle a un nouveau prénom qui est français, pour le pays français, et en fait, qu'on s'entende, c'est dingue. C'est comme si, en fait, elle devait fermer son ancienne vie et en ouvrir une toute nouvelle. Et la personne qu'elle est aujourd'hui, avec ce prénom français, n'a rien à voir avec la personne qu'elle est de l'autre côté. En fait, schématiquement, c'est ce que ça signifie. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'assimilation, elle peut avoir des conséquences beaucoup plus drastiques que ce qu'on pense. Et l'identité, c'est vrai que c'est important de le préciser, mais c'est ce qui fait sens et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. C'est une forme d'essence de vie. L'identité, moi, je vois ça comme ça. C'est ce qui te pousse tous les jours à te dire, ok, je suis comme ça, donc c'est ce qui me pousse à agir ainsi. C'est ce qui joue dans ta profession, dans tes relations, dans ta manière de te percevoir le monde. Donc, je trouve que déjà, cet étiquetage, en fait, on peut parler d'étiquetage dès le début, dès l'initiative, n'est pas sans rien signifier. Donc, je trouve qu'en termes de conséquences,
Aussi une forme d'épuration, hein, en vrai, j'ai envie de dire, d'une forme d'épuration ethnique et culturelle d'une identité, parce qu'on te fait comprendre que tu es dans un système qui se veut intégrateur, qui se veut prôner l'intégration, mais au final, qu'est-ce qu'on fait vraiment de ton identité, de ta culture, et à quel point, en fait, tu dois t'incorporer, en fait, concrètement dans un modèle où tu n'as pas forcément la possibilité d'être qui tu es. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, en fonction des différentes générations qu'on a exposées plus tôt, on va avoir des défis, en fait, de l'assimilation qui vont être totalement différents. Par exemple, nous, en vrai, on va potentiellement pouvoir se dire, oui, mais en fait, on est né ici, donc on a plus ou moins de facilité d'être intégré, mais on se rend compte, en fait, avec tout ce qu'on a pu vous dire, qu'au final, l'intégration ne se fera jamais totalement. Parce que l'intégration, en fait, elle nécessite directement la validation avec l'acceptation. C'est-à-dire que pour être intégré, il faut qu'on soit accepté pour ce qu'on est. Et tant que ce ne sera pas le cas, en fait, tout simplement, on ne sera pas intégré. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous dire que l'assimilation, c'est pas quelque chose qui nous colle à la peau, c'est quelque chose qu'on a voulu nous accoler et qui demeure une étiquette à un moment. Mais aujourd'hui, on a envie de vous sensibiliser sur le fait que, en tout cas, si vous vous reconnaissez sur ces thématiques-là et sur ce vécu-là, et à quel point il peut être traumatique et difficile à vivre, on a envie de vous dire qu'il y a quand même une issue de secours et la lumière, entre guillemets, au bout du tunnel. Et c'est cette thématique qu'on va aborder maintenant sur comment, en fait, sortir de l'assimilation culturelle et émerger concrètement sur cette identité que l'on a au fond, qui n'a pas toujours été visible, mais qu'on a aujourd'hui envie de rendre visible. En tout cas, au sortir de ce processus d'assimilation. Et du coup, pour cette belle transition, je te donne la parole, Sindou-Madi. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve que oui, malgré toutes les choses assez un peu dures à entendre ou violentes qu'on a pu dire, il n'y a pas que du négatif, évidemment, dans la double culture. Il y a des choses extraordinaires, on n'a pas mis l'accent dessus, on va le faire maintenant, mais c'est une expérience incroyable que d'avoir une double culture, c'est une chance, ça offre une ouverture d'esprit extraordinaire, et moi aujourd'hui je suis hyper reconnaissante d'avoir les deux, même si je vous ai raconté ce que j'ai pu vivre à l'école, etc. Aujourd'hui, je sais que ça me permet d'aborder des thématiques avec une aisance. Je suis trop reconnaissante pour ça. J'arrive à mieux comprendre les autres, à avoir une vision sur notre monde actuel, la géopolitique actuelle, qui est plus aisée quand on a deux visions que quand on n'a qu'une seule. Donc déjà, commençons par là en fait. On est les plus grands gagnants. On n'est pas perdants d'avoir une double culture. Donc il faut l'embrasser. Pour moi, c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Il faut remettre les choses à leur place. On n'est pas perdant. Il n'y a aucune perte à avoir deux visions. Aucune. Si quelqu'un veut nous faire sentir comme ça, bah il l'essaiera, mais c'est pas la réalité. Concrètement, c'est que du plus que de pouvoir baigner dans deux mondes différents, de pouvoir avoir affaire à des personnes différentes, des visions différentes. Et en fait, moi, je vous encourage, et c'est ce que je fais aussi, c'est ce que je mets en place, mais on n'a qu'à piocher. Pour moi, il faut piocher dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans quoi on baigne, et on choisit, on prend ce qu'on aime, on prend ce qui nous parle. Et je sais que pour moi, c'est plus facile à le dire parce que notamment, ma maman m'a transmis les choses comme ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, ma maman, l'assimilation qu'on lui a transmise était bien plus profonde que la mienne. Mais comme vous avez pu l'entendre, j'ai quand même un prénom indien parce que ma maman, ça lui a manqué. Elle a trouvé que ça n'avait pas de sens de naître en Inde, d'avoir un physique d'indienne, mais de s'appeler Mireille. Donc moi, elle m'a transmis un prénom indien, même s'il a un orthographe français, elle a trouvé un compromis. Et elle en est très fière, et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel, quand par exemple, comme je vous le disais précédemment, j'avais des regrets, pour elle, c'était inentendable. Et je suis très contente aujourd'hui, et je la remercie d'avoir, par exemple, elle pioché dans les deux cultures qu'elle avait pour choisir de me donner un prénom indien. Même si, d'un autre côté, pour mon père, pour lui, c'était évident, vu que mon père avait un prénom indien, ma mère aurait pu se battre pour ça, me donner un prénom chrétien, français, qui aurait été beaucoup plus simple pour moi, vu ce que je vous ai raconté. Mais au final, non, je suis contente. Aujourd'hui, ça fait que j'ai pu souligner le problème qu'avaient les autres avec ma culture, et ça fait qu'aujourd'hui, j'en fais une fierté, mon prénom, et qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai envie de transmettre un prénom indien. J'ai envie que mes enfants, que leur identité, je trouve que l'identité passe vachement par un prénom, comme tu l'as dit précédemment pour le cas de ta maman. Tu peux pas juste t'appeler comme ça et c'est rien. Non, c'est hyper important, c'est ce que t'es. Et moi aussi, je sais qu'aujourd'hui, quand je parle de mes enfants ayant un compagnon blanc, pour moi, ce serait hyper important que l'enfant porte un prénom avec au moins quelque chose d'indien. Surtout en tant que femme, puisque il y a une autre notion, c'est que moi, il n'y aura pas de nom de famille. Donc,
Le prénom, pour moi, c'est trop important. C'est des choses, je suis extrêmement contente. Donc, vous voyez, à notre niveau, ça peut commencer par ça. Être fier de son prénom, transmettre un prénom. On peut commencer déjà par ça. C'est des choses, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, d'un certain âge, qui entament des démarches pour récupérer leur prénom. Des gens qui sont venus, par exemple, du Sri Lanka ou de l'Inde, à qui on a demandé, puisque du coup, là-bas, dans ces pays-là, on n'a qu'un nom, on n'a pas de prénom. Enfin, il n'y a pas, comme nous, de nom et de prénom qui se transmet, de nom de famille plutôt, qui se transmet de parents en enfants. Du coup, j'ai des copines dont les parents sont arrivés ici, surtout le papa, et ont dû choisir un prénom, et leur prénom, leur nom de base est devenu leur nom de famille. Et il y en a pour qui ils n'ont pas compris tout de suite, et ils se sont trompés, ils se sont retrouvés à changer complètement de prénom. Et ces gens-là, il y en a qui ont le courage de faire des démarches pour récupérer leur nom, leur prénom. Et moi, je les comprends. Enfin, c'est légitime. On peut faire ce genre de choses. On peut embrasser notre culture en faisant ce genre de démarches. J'encourage ça. Très bien, je me permets de rebondir encore une fois sur tes propos que je trouve très intéressants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'intériorisation du stigmate avec Frantz Fanon. Et c'est vrai que la suite, pour sortir en fait de ce processus de colonisation des pensées, c'est la revalorisation du stigmate. C'est-à-dire que tu vas arriver à un moment à déconstruire du coup ce regard-là qui est porté en tant que stigmate sur ta culture, sur ton identité, sur ta personne, et à le revaloriser. Et c'est exactement ce que tu disais avec tes exemples, de se dire que en fait on va voir la chose sous un autre angle. Et c'est vrai que le côté d'avoir une double culture, ça nous permet en fait de gagner un niveau d'analyse et un niveau d'intelligence, et ça nous permet d'avoir ce côté en fait subjectif et objectif. C'est-à-dire subjectif par ce vécu douloureux, et également objectif par l'autre aspect qu'on peut avoir. Et c'est en fait un outil concrètement pour pouvoir agir sur ces thématiques comme tu l'as évoqué. Et c'est vrai que ça passe par des petites actions comme ça. Également, retourner dans une quête identitaire très massive. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a envie de se dire « Ok, mais tout ce temps est passé et les choses que j'étais censée avoir, je ne les ai pas. » Mais je pense que c'est un peu comme tout. Et à partir du moment où on a un déclic, on a cette stimulation qui nous fait dire qu'on a envie de savoir certaines choses, on va être poussé dans une quête où plein de choses vont demeurer. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que l'assimilation, elle sera jamais totalement figée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez être dans un processus d'assimilation, mais à partir du moment où vous avez ce déclic et que vous vous rendez compte que c'est pas de l'intégration, mais c'est de l'effacement en fait de soi, de l'effacement identitaire. C'est une déconstruction qui est telle qu'on peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est cette déconstruction qui fait que on a un pas qu'on a mis en avant, et c'est un pas qu'on n'avait pas forcément avant, qui fait que à partir de ce moment-là, tout va être tourné vers cette quête identitaire. Et le but en fait, c'est d'avoir en fait cet équilibre, comme tu le disais aussi, de jongler avec ces deux identités, ces deux cultures, parce qu'on peut pas non plus omettre le fait qu'il y a des faits qui font qu'on a une autre vision aussi de la chose, qu'on a une double culture. En fait, on pourra jamais non plus totalement s'émanciper du fait qu'on a une double culture. Au lieu de le voir comme quelque chose de l'effacement, comme il est, entre guillemets, insinué et voulu, justement le retourner dans l'angle de ok, c'est ce qui se passe, mais en fait je vais m'outiller, je vais l'utiliser pour pouvoir mieux me rapprocher de mes racines. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs ou de personnes qui font ce processus du coup entre guillemets à l'envers, d'apprendre aujourd'hui la langue, de se rapprocher, d'écouter des musiques. Donc rien n'est perdu. En fait, j'ai envie de vous dire que même si tout le modèle est poussé pour qu'on soit dans ce défaut d'intégration, on peut toujours se battre et avoir cette volonté de conserver notre culture. Et la culture, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est votre trésor et ça vous appartient. Donc personne ne pourra vraiment totalement vous l'enlever, et ça restera toujours une partie de vous qui ne demande qu'à être chouchoutée, développée et cultivée, quoi. Donc c'est toujours quelque chose qu'on a en nous, et je me dis, c'est juste appuyer sur le bouton on pour le mettre en marche et se lancer directement dans cette quête de qui nous sommes vraiment. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de le souligner, de montrer qu'il y a toujours quelque chose à faire en fonction du regard qu'on applique. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose, Sindou Madi, de plus? J'aimerais terminer sur le fait que, pour ma part, rien que le fait d'être là, de discuter avec toi, Eva Gayatri, et même d'intervenir sur le tabou média, ou même l'existence même du média, ce sont des pas en fait vers la fin de l'assimilation et le début de l'acculturation. Pour moi, ce sont des pas. C'est là où, en fait, pour moi, c'est une victoire. C'est que si on en est là, si on prend la parole, si on fait des podcasts, c'est un premier pas
vers quelque chose de beau et de mieux. Bah écoute, Sindou m'a dit un grand merci pour cet échange enrichissant et notamment sur la note de fin qui est plutôt positive et qui nous permet en fait d'avoir sur l'ensemble un panel plutôt nuancé de l'assimilation, que ce soit à la fois des termes plutôt positifs ou négatifs. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a aussi cette volonté, cette possibilité de s'en saisir, de qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et on a une vision plutôt positive et ambitieuse pour la suite. Du coup, si cet échange vous a autant intéressé que nous, sachez que vous pouvez rebondir directement sur le réel des présentations ou sur la barre de commentaires du podcast. On serait ravis d'échanger avec vous sur cette thématique. Et on voulait également vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps également. Et si vous aussi vous souhaitez discuter d'un sujet qui vous tient à cœur, rejoignez-nous sur le podcast. Les inscriptions sont ouvertes via un Google Form ou par email à contact@talktaboomedia.fr. Vous retrouverez les liens sur les plateformes des podcasts. Et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Talk Taboo Media sur toutes les plateformes. Vous nous trouverez facilement en le tapant sur vos réseaux sociaux préférés. Pensez aussi à vous abonner au podcast pour ne rien rater et activer la petite cloche de notification. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un avis parce que c'est grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer et savoir ce qui vous plaît ou non. On ne fait pas le projet que pour nous, on le fait aussi pour vous, donc c'est important de co-construire le tout ensemble. Et n'oubliez pas qu'ici, on parle sans tabou pour mieux se comprendre et avancer ensemble. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette petite safe place qu'on est très fiers d'avoir avec nous. Donc à très vite dans un prochain épisode du podcast de Talk Taboo Media.